j'ai eu droit à des fourgons de police en bas de chez moi et non pas à des manifestations de barbus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on conteste l'islamisme politique, en réalité on conteste ce qui fait le socle même de la légitimité de l'État marocain. Le roi du Maroc, qui est commandeur des croyants et qui donc possède l'ensemble des pouvoirs en vertu de son statut de commandeur des croyants, il n'est absolument pas dans son intérêt que l'on aille vers une sécularisation de la société. Et il ne peut y avoir d'égalité homme-femme sans sécularisation. Tant que l'on est soumis au joug de la religion, on ne peut pas aller vers une égalité. Il faut qu'on soit logique, parce qu'on ne peut pas faire aux islamistes le reproche d'être anti-égalité. Les islamistes sont très cohérents. Enfin, pour eux, la femme ne reste pas. On ne peut pas non plus s'attendre à ce que les islamistes demain soient pour le mariage homosexuel ou pour les mères célibataires. Il faut, je veux dire, passer par des voies qui sont civiles, par une construction de la citoyenneté qui passera par une sécularisation des institutions. Et au Maroc, la monarchie est le véritable verrou à la sécularisation des institutions. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un État où auparavant on avait un régime totalitaire. Aujourd'hui, on a un régime totalitaire plus un gouvernement islamiste, ce qui n'est absolument pas comparable parce qu'en vérité, les réformes, ce processus de réforme de façade qu'il y a eu au Maroc, je veux dire, c'est du bluff. Ce n'est absolument pas quelque chose qui a débouché sur un réel changement, sur un changement tangible dans la société. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de blocage total qui est due à la nature même du pouvoir marocain. C'est inscrit dans la Constitution. Il y a une égalité homme-femme dans le cadre des constantes. Donc, de quelle égalité on parle? De quelle égalité est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce que des mouvements comme le mouvement Mali, qui milite pour l'abrogation des lois liberticides dans le code pénal marocain, pourquoi sont-elles interdites? Pourquoi à chaque fois que l'on fait une manifestation, on est arrêté par la police marocaine, molesté et traité de prostituée au passage? Parce que nous sommes des femmes, que nous gênons et que cette voix-là, on ne veut pas l'entendre. Je dirais aussi pour conclure, parce que j'aimerais me tourner aussi un peu vers l'avenir et dire que dans tout ça, il y a une lueur d'espoir. La lueur d'espoir que nous avons au Maroc, c'est que ce que je constate de mon parcours de militante, c'est que nous avons un féminisme nouveau qui est en train d'émerger. Un féminisme nouveau, un peu à l'instar de ce qui se passe dans le printemps arabe, un féminisme nouveau qui va doubler le féminisme que nous avons actuellement sur le terrain, qui est un féminisme d'État. Et ça, en tout cas, c'est le constat au Maroc. Nous avons des féministes d'État qui courent les séminaires, qui sont très très contentes, qui sont là pour louer les avancées de la Moudawana, qui préfèrent parler des avancées plutôt que de parler de ce qui ne va pas, et qui sont reçues par le palais avec le baisement et toutes les situations humiliantes que subissent les citoyens marocains et les femmes en particulier dans ce pays. Aujourd'hui, il y a un féminisme nouveau qui va émerger, un féminisme populaire, un féminisme qui existe sur les réseaux sociaux, des jeunes femmes qui sont déterminées, qui ne peuvent plus accepter cet état d'infériorité, qui ne peuvent plus accepter d'être des sous-hommes, parce que c'est ce que nous sommes. Ça choque, mais c'est ce que nous sommes aux yeux des lois de nos pays. Nous sommes des sous-hommes, des semi-créatures, des semi-citoyennes, qui n'ont pas la même importance que les hommes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui émergent, une nouvelle génération de femmes qui va s'organiser et qui, je pense, sera beaucoup moins complaisante avec les pouvoirs en place dans l'avenir. Et pour conclure, eh bien, j'aimerais juste honorer la mémoire de deux femmes, et je pense que c'est beaucoup plus éloquent que tous ceux qui diraient que non, quand même, le Maroc c'est super, ça va, on en a un peu marre de ce discours à les dire. J'aimerais honorer la mémoire de deux femmes, évidemment Amina Filali, victime de son statut de femme au Maroc, qu'on a mariée à son violeur, et Fedouane Aroui aussi, qui s'est immolée par le feu le 21 février 2011, qui est décédée le 23 février 2011, qui était victime de son statut de mère célibataire. Elle a 25 ans, elle est originaire de Soukhsebt, une petite ville au Maroc, dans la région d'Azilal. Elle habitait avec ses enfants dans une baraque, un bidonville, et il y a eu un programme de relogement des bidonvillois. Les autorités locales lui ont refusé l'accès à ce programme sous prétexte
qu'en tant que mère célibataire, elle ne peut pas avoir le statut de chef de famille. En plus, elle a été traitée de prostituée par le représentant des autorités locales de la ville. Elle s'est immolée par le feu publiquement. Et voilà, donc où est le roi de la Mondawana, où sont toutes ces associations féministes en tailleur, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. La situation au Maroc est dramatique et donc que nous soyons conscients de ça et que nous arrêtions de louer les prouesses de Sa Majesté qui en réalité ne pense qu'à s'enrichir. Voilà. Donc, je m'appelle Rita Denis, je suis née en Belgique, je suis une jeune issue de l'immigration marocaine, comme on nous appelle, deuxième génération, et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai appris tellement de choses, mais malheureusement, je n'ai pas la même vision que mademoiselle Errazaoui. Et je trouve ça dommage parce que vous avez dressé aujourd'hui un tableau noir du Maroc. Vis-à-vis de moi, c'est pas grave parce que je le découvre, mon pays. Pour moi, il évolue énormément, mais par rapport à l'Assemblée qui ne connaît pas le Maroc, je trouve ça un peu dommage. Je voudrais juste revenir sur 3 grands points que Sa Majesté a fait depuis son avènement. Il faut savoir qu'il y a 3 grandes réformes. Notamment, je peux continuer? 3 grandes réformes. Notamment, il a créé une instance équité et réconciliation. C'est quand même énorme comme travail. Donc, commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme qui ont lieu durant les années de plomb au Maroc, ce qui a permis de dédommager de nombreuses victimes. Donc il y a également la Mondawana. Je tiens à signaler aussi que nous, les femmes marocaines, nous avons, en plus de la journée internationale des femmes, nous avons le 10 octobre, je connais rien que pour nous. Et cette année à Bruxelles, nous avons tenu à commémorer cet événement et nous avons mis à l'honneur des femmes connues et des femmes moins connues, notamment la tante du roi, la Aïcha défunte, qui a fait un travail énorme. J'invite les gens à revoir l'histoire. Oui, elle a pris la parole devant des hommes, elle a retiré le foulard et elle a incité de nombreuses filles à aller à l'école. Et la troisième grande réforme qui retient mon attention en tant que jeune issue de l'immigration, c'est l'INDH. La création de l'INDH, donc l'Initiative nationale pour le développement humain, c'est quand même un financement de la part du roi pour soutenir des projets générateurs de revenus. Alors, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à la femme, c'est vrai, mais n'oublions pas que le Maghreb, c'est quand même des pays africains qui sont en voie de développement. En Europe, je vous avoue que pour avoir la parité homme-femme au niveau, ne fût-ce que des listes électorales, les femmes ont dû se battre. On doit se battre tous les jours, aussi bien dans le public que dans le privé. Je travaille dans une société d'ingénierie et informatique et j'aime autant vous dire que dans les conseils d'administration, sur 12 personnes, il y a une seule femme. Donc c'est un combat de tous les jours que nous menons et c'est un devoir que nous devons faire. Je trouve dommage en tant que journaliste, vous n'ayez pas été objectif parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au Maroc. Sur le terrain, vous faites quoi? C'est bien hein, les pique-niques pendant le mois de Ramadan. Je voulais juste rendre hommage également à toutes nos mamans et à Madame Aïcha Chenna qui a fait un travail formidable par rapport aux femmes au Maroc. Je voudrais citer son exemple qui, grâce à elle, et je pense qu'elle travaille dans la même lignée que Madame Bin Saïd par rapport à Solidarité féminine. Grâce à elle, elle a fait un travail énorme au Maroc. Et on n'a pas attendu le printemps arabe pour que cette femme avance. Et j'aurais voulu aussi l'entendre aujourd'hui parce que grâce à elle, il faut savoir que tous les enfants nés hors mariage, dans le livret de famille, ils ont la chance d'avoir un prénom donc ils ont le prénom d'un maman et d'un papa. Et je sais aussi qu'elle luttait pour qu'au Maroc on puisse instaurer le test de l'ADN qui, je crois, chez vous en Tunisie existait déjà. Vous me corrigez si c'est le cas ou pas. Et j'espère que ça aussi, ça pourra naître un jour au Maroc. Moi, je voudrais juste inviter toutes les personnes qui ne sont pas peut-être du même avis que moi, qui sont peut-être dans l'opposition, à participer également au développement du Maroc, parce que je découvre également un Maroc où les femmes vivent dans la précarité comme ici,
On vit aussi une crise économique énorme en Europe, il faut le savoir. Et les premières victimes aussi, ce sont les femmes. Il faut voir en France, il y a des femmes qui se retrouvent dirigeantes, qui se retrouvent dans la rue avec des enfants. En Belgique aussi, j'ai des collègues qui n'arrivent pas à terminer le mois. Et les femmes ont plus de difficultés à le faire. Donc il faut savoir qu'ensemble, on peut aller de l'avant. Et je voulais aussi me servir un peu de votre expérience en Tunisie pour voir comment au Maroc on peut également aller de l'avant. Donc voilà. Je réponds à la première interpellation faite par Madame, pardon, j'ai pas retenu votre nom. Donc bon, je me garderai bien de faire des argumentum ad hominem. Je vous remercie au contraire d'avoir abordé 3 points sur lesquels il était important de revenir parce que c'est justement, ce sont les 4 points sur lesquels le régime marocain axe toute sa propagande depuis l'avènement du règne de Mohamed VI et qui sont, si on veut, les dossiers phares, disons les chantiers phares de Mohamed VI qui sont là et qui sont utilisés par des gens comme vous, par la presse marocaine, par les officiels marocains pour dire que, voilà, que nous sommes dans un pays fantastique avec un roi extraordinaire, que nous nageons dans la démocratie en somme. Donc vous avez parlé, le premier point c'était l'instance équité et réconciliation, l'IER. L'IER qui est aujourd'hui vendue comme étant cette opération par laquelle le régime marocain a soldé les exactions du passé. Le discours officiel au Maroc aujourd'hui c'est de dire oui, il y a eu de la torture, oui, il y a eu des enlèvements, oui, il y a eu des prisons secrètes, mais c'était sous Hassan II. Depuis la mort de Hassan II en 1999, au Maroc, nous sommes en démocratie, alhamdoulilah, tout va bien, on a un gentil roi qui est exceptionnel. En réalité, l'instance équité et réconciliation a fait un travail de catharsis, c'est-à-dire de reconnaissance des exactions du passé, en convoquant les victimes qui se sont exprimées, qui ont été, pour certaines, pour celles qui l'ont accepté, dédommagées en recevant une somme d'argent, mais l'instance équité et réconciliation avait, la première condition était celle de ne pas désigner les bourreaux, de ne pas dire les noms des bourreaux. Et pire, les bourreaux de l'ère Hassan II, non seulement n'ont jamais été désignés, n'ont jamais été jugés, mais pire, ils sont encore en place. Je parle par exemple, je cite par exemple le général Hosni Ben Slimane, qui est à la tête de la gendarmerie royale, très proche du palais, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt en France, dans l'affaire de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, et qui est toujours en place. Je parle aussi, par exemple, des différentes personnes, les Negri et compagnie. Je parle des responsables de la DST. Je parle des petits tortionnaires de commissariat. Je parle de l'Haj Qaddoul Yousfi, le tortionnaire de Moulay Shrif qui a torturé une génération de Marocains et qui est aujourd'hui, donc qui vit tranquillement et qui va prendre son café sans que personne ne le dérange. Donc il y a premièrement ce volet-là, le volet de l'impunité. Deuxièmement, l'instance équité et réconciliation dont vous faites l'éloge est sortie avec un certain nombre de recommandations. Et ça, c'était très important. Il y a eu 10 recommandations pour que ça ne se reproduise plus jamais. Parce qu'au-delà de la catharsis, au-delà du fait de dire « ok, il y a eu des exactions », le plus important, c'était de faire en sorte de mettre en place des mécanismes pour que plus jamais ces exactions ne soient reproduites. Aucune des 10 recommandations de l'IER n'est entrée en vigueur à ce jour. La première recommandation de l'instance équité et réconciliation, c'est la primauté du droit international sur le droit marocain en matière des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, cette recommandation n'est pas appliquée. La preuve, si l'on donnait la primauté au droit international des conventions signées et ratifiées inconditionnellement par le Maroc sur le droit national, nous aurions par exemple une égalité pour les femmes. Nous aurions effectivement levé les réserves et pas seulement levé les réserves sur la CEDAW comme ça, sans que ça n'entre en application. Troisième point sur l'IER, avant de finir sur ce point-là particulièrement. Le rapport final de l'instance équité et réconciliation a été amputé de paragraphes entiers qui n'ont pas été publiés, qui n'ont pas fait l'objet d'une publication. Je fais notamment référence au paragraphe relatif aux faits sur l'affaire de l'enlèvement et de l'élimination
de l'opposant Mehdi Ben Barka. Je défie quiconque de dire aujourd'hui ce qui s'est passé dans ce dossier. Évidemment, on ne peut pas le savoir puisque le rapport de l'IER n'a pas fait la lumière là-dessus. Le paragraphe relatif à l'affaire Mehdi Ben Barka a été